Bon, bienvenue à ce 14e webinaire animé par Lingwade sur comment développer vos compétences en Blended Language Learning, donc à destination des écoles de langue, des organismes de formation linguistique professionnelle et puis aussi des formateurs, des entreprises indépendantes présents aujourd'hui. Donc là, je vais présenter l'agenda. Alors, timing, j'ai dit bien dans le mail entre midi et demi. Donc, on va essayer de le faire comme on peut, mais c'est vrai qu'en fonction des slides qu'on a présentés et aussi en fonction des questions que vous allez nous poser à nos invités, on va très bien gérer. On va démarrer juste après avec Andrew, avec une petite présentation sur l'état du marché au niveau de learning. Et après, puis après pratique qui vont se présenter d'ici 2 secondes. Et après, à la fin, vos questions, encore une fois, dans les questions, dans la partie revue de questions que je vais modérer tout au long. Donc, si vous avez une question urgente, vous pouvez toujours me le dire. Si vous avez un problème de son ou tout le monde, tout d'un coup, ça coupe, ben, vous dites que ça ne va pas et puis moi, je vais me modérer. Et puis après, vous pouvez poser vos questions aussi à la fin. Ici, voilà, dans la partie chat. Donc, on a en fait bon, 2 invités plus et bien sûr un invité Simon que j'ai pas mis parce qu'il va témoigner. Mathilde, est-ce que vous pourrez vous présenter très rapidement et puis Richard puis Simon aussi, s'il vous plaît. Bien sûr, bonjour à tous. Je suis la directrice déléguée de l'ISTF, donc l'Institut des métiers du Blended Learning, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Voilà, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, je suis Richard Osborne, je suis consultant en Blended Learning et j'ai beaucoup d'expérience dans la formation et la direction des études et ça serait plaisir de partager mes expériences dans le Blended Learning avec vous aujourd'hui. Très bien, parfait. Simon? Bonjour à tous, je suis Simon, directeur de projet chez Transfert Formation Conseil. Donc, je gère un portefeuille de clients en formation linguistique et j'ai un rôle aussi d'encadrement des formateurs et développement des solutions pour nos clients. Super. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'est présenté. La mauvaise nouvelle, c'est que Andrew c'est lui qui devait démarrer et a un problème de connexion, donc il va se reconnecter. Alors, au niveau de l'agenda, encore une fois, Andrew va faire, donc, il a 5 slides sur la présentation du marché. Puis, Richard, donc, tu vas faire une présentation sur quoi? Tu peux juste nous dire 30 secondes, une minute, sur quoi tu vas présenter? Oui, alors moi, je vais présenter une courte présentation sur les principales solutions qui existent sur le marché de Blended Learning aujourd'hui. Surtout pour présenter les choses que tout le monde connaît peut-être déjà, mais des choses que peut-être les gens ne connaissent pas. Donc, pour vraiment présenter les choses simples et pas chères qui peuvent être utilisées pour créer une solution Blended Learning selon les besoins différents, parce qu'il y en a des milliers de solutions différentes. Il faut vraiment savoir les avantages de chaque solution et lequel est le mieux pour vos besoins, en fait, projet Blended Learning. Par exemple, quelqu'un qui démarre à zéro ou quelqu'un qui a déjà... Ça peut être le cas. Ben, en fait, oui, il faut vraiment connaître les catégories déjà. Il y a des professeurs qui se lancent de zéro, mais en indépendant aussi, jusqu'à des sociétés des milliers de personnes qui veulent former des centaines de stagiaires qui ont besoin d'un système qui peut répondre à leurs besoins, qui peut être personnalisé. Donc, il y a tout niveau de besoins différents, qui a tout une solution différente. Donc, c'est vraiment pour connaître les catégories et les solutions qui existent sur le marché aujourd'hui. Et Mathilde, est-ce que tu peux aussi présenter un peu ce que tu vas nous dire lors de ta présentation? Oui, alors moi, donc, je vais présenter l'ISTF qui forme les professionnels de la formation à tout cela, aux technologies de la formation et aux nouvelles modalités pédagogiques. Je parlerai plus précisément de nos 2 cursus certifiants au niveau national, chef de projet Blended Learning et concepteur de ressources e-learning, qui visent vraiment à professionnaliser les acteurs sur ce dont on parle aujourd'hui, le Blended Learning. Toi. Ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, je m'appelle Richard Osborne, je suis Blended Learning.
Juste pour me présenter vite fait, je travaille dans la formation des adultes en anglais depuis longtemps. J'étais directeur des études dans un centre de formation et j'étais très impliqué dans les projets de blended learning dans mes projets professionnels, mais aussi dans mes projets privés. Et j'ai beaucoup expérimenté avec les différentes solutions qui existent dans le marché de l'anglais, mais aussi dans le marché de la formation en général. Donc, aujourd'hui, je veux juste partager mes meilleures expériences avec vous pour vous montrer un peu comment on peut créer une solution blended learning de plusieurs différentes façons. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est les différents choix du blended learning. Donc, on a bien sûr les solutions partenaires, ça veut dire les solutions de e-learning ou online learning qui peuvent se faire en partenariat avec les écoles de langue, soit avec les écoles de langue, soit avec les sociétés. Donc, c'est les solutions complètes, en fait, peut-être les plus faciles à implémenter. Puis, il y a les solutions LCMS, ça veut dire Learning and Content Management System, donc système pour gérer les contenus et les apprenants, qui est les solutions plus difficiles au niveau d'implémentation parce que c'est des solutions où il faut créer vous-même vos propres contenus. Mais c'est des solutions très complètes aussi qui peuvent s'utiliser pour beaucoup d'utilisateurs. Et puis, il y a les solutions Rapid Learning qui sont les solutions très tendances en ce moment avec les formateurs indépendants ou les formateurs seuls, où on crée les contenus très vite. D'habitude, pendant la formation, on fait des formations visio et on crée les contenus très vite et très simples en utilisant des choses qui existent sur Internet pour mettre dans les cours. Donc, ce n'est pas quelque chose comme un LMS qui est beaucoup plus compliqué. Le Rapid Learning, c'est vraiment quelque chose de simple qui peut être utilisé par exemple, les professeurs indépendants. Puis, à la fin, je vais vous présenter les tendances actuelles dans la création de blended learning, dans le monde de blended learning, quelques tendances qui peuvent vous aider à garder, en gardant en tête, qui va vous aider à créer vos solutions blended learning. Donc, je vais commencer avec les solutions partenaires. Donc, d'abord, les solutions comme Speaks, qui est une plateforme très complète, très intéressante avec leur propre formateur, et cours par visio, par cours e-learning aussi, mais qui est plutôt une solution B2B, business to business, qui s'utilise dans les sociétés, donc qui répond plus aux sociétés qui ont besoin de créer une formation de blended learning dans leur société en partenariat avec Speaks. Puis il y a des choses comme Seven Speaking, qui est aussi une plateforme blended learning très complet avec les vidéos et les exercices en grammaire, mais qui est plutôt en partenariat avec les centres de formation. Donc on peut utiliser, ils ont aussi leur propre formateur, mais on peut utiliser les formateurs d'un centre de formation. Donc ça répond plutôt aux besoins des centres de formation. Puis les choses que peut-être les gens ici ne connaissent pas, comme FluentU, qui sont les applications développées sur les idées simples comme partager des vidéos avec leurs sous-titres et le vocabulaire qui va avec, qui peut aussi faire les tests, les quiz, mais qui a aussi un caractéristique de partenariat avec les écoles, où on a un accès professeur, on peut faire des reportages sur les rapports sur les étudiants et leur participation et ce qu'ils ont fait, leurs résultats des quiz, etc. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour le mobile learning, qui est fait pour les portables et les tablettes. Puis, il y a des autres choses à mentionner, GoFluent, qui est une solution partenaire pour les écoles de langue et aussi pour les sociétés, mais qui a beaucoup de personnalisation, qui permet aux centres de langue de personnaliser les parcours que leurs étudiants peuvent suivre dans la plateforme. Donc, bien pour la personnalisation. Et puis, une autre chose que peut-être les gens ne connaissent pas parce que c'est quelque chose de très, très nouveau, qui est VeloWoods English. Il y a un petit image de à côté de VeloWoods. C'est un serious game, ça veut dire solution blended qui utilise
l'idée de faire les jeux, de plus motiver les étudiants, parce que les jeux, c'est très motivant pour les étudiants. Mais je le mets ici parce que c'est quelque chose qui est fait exprès pour les débutants. Donc, moi, je l'aime bien, cette idée, parce que les débutants, c'est un parti des étudiants qui est un peu mal servi dans les solutions e-learning. C'est toujours plutôt pour les plus hauts niveaux. Là, Velowood, c'est vraiment fait pour les débutants, les élémentaires et les débutants. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Puis, je vais passer vers les solutions LCMS, les solutions de gérer des contenus. Donc, je vais vous présenter, au lieu de présenter que les choses comme Moodle, qu'on connaît déjà, on connaît très bien Moodle. Dans l'industrie de ELT, on connaît très bien English 360. Les choses des grands maisons d'édition comme Macmillan et Pearson. Mais Académie LMS, c'est quelque chose où on peut créer des contenus, mais avec un vrai focus sur la gamification. Donc, la gamification, c'est le fait d'ajouter les caractéristiques des jeux dans les exercices pour plus motiver les étudiants. C'est très, très important aujourd'hui, très tendance. Et donc, les plateformes comme Académie LMS et les autres aussi. Hein, il y a aussi 360 Learning, qui est plutôt pour les professionnels parce que c'est intégré beaucoup avec les systèmes de RH. Donc, ça marche beaucoup mieux pour les sociétés, pour réaliser les blended learning dans les sociétés. Mais bien sûr, c'est aussi avec le gamification. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui avec le gamification. C'est très, très tendance et important pour la motivation des étudiants. Puis, je veux vous parler des solutions sur la plateforme WordPress. Peut-être on connaît WordPress comme créateur de site web, mais il y a aussi les LMS qui existent dedans. Il y a deux LMS dont je veux parler. C'est LearnDash. Donc, on peut créer notre site web de e-learning, de blended learning, et puis mettre LearnDash dedans comme plugin. Oh, attends, juste 2 secondes. Donc, en fait, tu es en train de dire qu'on peut donc développer son propre site web avec WordPress. Donc, WordPress, c'est la plateforme par excellence pour développer un site web assez rapidement. Et c'est quoi? C'est un plugin, c'est ça? Là, il y a des plugins pour pouvoir gérer des offres blended? Exactement, c'est ça. LearnDash, c'est un module complémentaire pour WordPress. Donc, on peut créer notre site web d'école et on peut intégrer LearnDash dedans. Si vous avez déjà un site web WordPress, vous pouvez installer LearnDash. Ça va faire un module complémentaire, juste une page complémentaire de votre site web. Soit vous pouvez faire une page entièrement LMS, qui est de début à la fin une plateforme de LMS. Mais LearnDash, c'est vrai, et Sensei aussi, ils sont tous les deux des modules complémentaires pour WordPress. Donc, je l'ai mis ici parce que c'est les deux principaux, les deux plus simples à utiliser. Ils ont leurs différences. LearnDash, c'est beaucoup plus focalisé sur la pédagogie. Il y a beaucoup plus d'activités différentes dedans, comme quiz et activités écrites. Mais Sensei, c'est plutôt le côté intégration e-commerce, qui est assez important pour les formateurs indépendants qui veulent vendre leur cours, qui veulent créer un cours en ligne et ils veulent vendre leur cours. Je vais parler un peu plus sur ça dans la prochaine slide. Mais voilà, c'est les deux solutions qui sont... Donc, WordPress, c'est gratuit. LearnDash, c'est genre 120 €. Vous payez pour une licence et c'est à vous pour la vie. Sensei, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est deux solutions assez simples et facile à utiliser, facile à mettre en place et pas cher pour créer un système de LMS. Bien sûr, ça demande aussi beaucoup de temps dans la création des contenus, mais à la fin, vous avez quelque chose que vous pouvez vendre sur Internet, par exemple, comme une solution blended avec les cours visio, avec les cours présentiels, tout est possible. Voilà. Donc, prochaine slide, je vais vous présenter les solutions de Rapid Learning. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Rapid Learning, c'est plutôt pour les professeurs qui veulent créer les cours et les supports très vite, ou même en synchronisation avec leur cours visio. Donc, je vais juste mettre les principales que moi j'ai beaucoup d'expérience avec, c'est Google Hangouts. Donc, Google Hangouts, l'avantage, c'est qu'on peut faire les visioconférences, mais dedans, il y a beaucoup d'intégration avec les autres applications Google. Donc, on peut par exemple partager les vidéos YouTube, on peut partager les Google Docs,
on peut collaborer sur un Google Doc dans le Visio, on peut collaborer sur les sheets, sur la version Google de PowerPoint. Donc, il y a plein de possibilités là pour la collaboration avec les étudiants, avec les stagiaires dans le cours. Donc, ça fait un very rapid learning. C'est quelque chose où on crée en synchronisation les supports dans les cours. Juste une seconde. Andrew est avec nous. Andrew, tu peux parler? Tu es là? Oui, on va essayer. Alors, Bon. je me mets en webcam. Andrew, Ok. voilà. Et donc, je laisse la main à Andrew. Et puis, je pense que Andrew, tu vas faire la présentation, la tienne, juste après que Richard a Oui, fini. ça aurait été mieux avant, mais c'est pas grave. J'ai été éjecté comme un malpropre. Désolé. Oui. Donc, vas-y, continue, Richard. Normalement, c'était pour encadrer un peu tout le webinaire. Donc, je ferai mes slides très rapidement après Richard. Hein. OK? D'accord. OK. Et désolé pour ça, on ne comprend pas. OK. Merci, Joss. Alors, Adobe Captivate, c'est une plateforme plutôt pour créer des supports. Donc, c'est une création très facile, il ne faut pas être programmeur ou quoi que ce soit. Et à la fin, on a les supports vraiment de qualité. Bien sûr, avec un produit d'Adobe, il y a toujours les produits de qualité à la fin. On peut créer les quiz et les vidéos, on peut mettre tout dedans. Et puis, on peut le mettre dans n'importe quel support. On peut le partager avec Google Hangouts, on peut mettre dans un LMS. Donc, mais en utilisation pour le rapid learning, c'est très, très intéressant. Puis, je vais vous présenter les principales plateformes aujourd'hui des formateurs indépendants ou des écoles qui veulent mettre leur cours en ligne, qui veulent faire le e-commerce, qui est Teachable et WizIQ, qui a beaucoup de caractéristiques qui aident les professeurs à créer leurs cours en ligne pour créer les cours de rapid learning, soit de créer les cours de rapid learning, soit de créer les cursus. Mais c'est très tendance en ce moment avec les formateurs indépendants. Et puis, bien sûr, les solutions Adobe Connect et WebEx, on les connaît bien. Une chose, Richard, pas seulement en fait avec les formateurs indépendants, c'est utilisé quand même de plus en plus par des organismes, hein, par des. Nick Robinson développe tout son offre là-dessus. Donc Teachable commence à être quand même. Et Adobe Connect est utilisé beaucoup par les grands. Hein, alors, Adobe Connect et WebEx, je l'ai mis dedans parce que, bien sûr, on les connaît et Adobe Connect et WebEx, c'est très bien pour faire les cours de Rapid Learning parce qu'on peut télécharger dedans les supports, les vidéos, on peut mettre les PDF, on peut mettre les documents Word, les PowerPoint. Ouais. On peut mettre tout dedans. Mais je l'ai mis là parce que Adobe Connect et WebEx, ça répond beaucoup aux institutions, aux formateurs qui ont peur que leur cours visio va être bloqué par un système interne de société. Parce que souvent, Google Hangouts, par exemple, c'est souvent bloqué par les sociétés. Donc, on commence notre cours et puis les étudiants nous appellent en disant, là, je ne peux pas connecter parce que c'est bloqué par mon pare-feu interne. Donc, Adobe Connect et WebEx, c'est les deux qui sont peut-être les plus connus dans les services informatiques, dans les sociétés, qui sont peut-être déjà utilisés dans les sociétés. Donc, c'est les deux les plus sûrs à être compatibles avec le système interne. Voilà. Donc, pour finir, je vais parler des tendances dans la création de blended learning. Donc, il y a beaucoup de tendances en ce moment pour un développement agile, pas juste dans la formation, mais partout dans le monde des sociétés. Mais dans la formation, on parle beaucoup des cycles d'itération et des créations et améliorations rapides des contenus et des systèmes. Donc, par exemple, une création de, comme j'ai dit tout à l'heure, WordPress. Si on veut développer notre système de WordPress avec LearnDash, le système agile, ça va nous aider à créer quelque chose de plus vite. Parce qu'on a ce cycle où on va créer le minimum de produits, on va le déjà lancer avec un minimum d'étudiants juste pour le tester, on va accueillir beaucoup de feedback, puis on va le changer, on va le développer et on va l'améliorer pour le version 2, version 3, version 4, etc. Donc, au lieu de créer quelque chose pendant des mois et d'investir beaucoup de temps dans quelque chose qui va peut-être à la fin ne plaire pas aux étudiants, on peut créer quelque chose de très vite, on peut le lancer très vite et on peut savoir très très vite si ça va marcher ou pas, si on va continuer le projet dans cette forme qu'on voulait aussi,
on trouve que les étudiants, ils ont des autres besoins qu'on ne savait pas. Et on le sait qu'au moment de lancer le produit. Donc, mieux les savoir au moment où on peut les changer vite et relancer le produit qu'à la fin des mois d'investissement de temps dans un système e-learning qui va peut-être pas marcher, qui va être trop compliqué ou qui ne va pas motiver les étudiants. Donc voilà, le développement agile, c'est très important à garder en tête. Et puis, quelque chose qui est piloté beaucoup en ce moment par exemple Nick Robinson, dont Andrew vient de parler, et ELT Jam, c'est le Learner Experience Design. C'est une façon de penser basée sur le User Experience Design, UXD, qu'on peut-être connaît déjà dans la création des outils, mais plutôt centralisé sur les besoins des apprenants en langue. Donc, là, par exemple, on part avec une analyse plus profonde des besoins des utilisateurs. C'est bien sûr une caractéristique de UXD. Mais là, on est vraiment dans une monde de formation adulte en langue. Donc, on pense plutôt aux besoins très précis qui existent pour les adultes apprenants de langue. Et comme ça, avant même de commencer la création d'un produit, on peut avoir une très claire idée dans la tête des besoins dont on répond. Donc, on ne part pas avec une idée de qu'est-ce qui est le meilleur, mais on part avec une idée de qu'est-ce qu'ils ont besoin, mes étudiants, en fait, dans mon outil, hein, pas juste dans la langue. Et puis, par exemple, un focus sur l'interaction et la qualité des contenus, c'est le fait de se demander tout le temps, est-ce que je crée quelque chose avec une bonne interaction avec les étudiants? Parce que c'est très important pour la motivation. C'est très important pour l'utilisation de mon outil, pour ça d'être un plaisir d'utiliser mon outil. Et puis la qualité, bien sûr, les contenus, il faut se demander tout le temps, est-ce que ça va intéresser mes étudiants? Est-ce qu'ils vont avoir du plaisir? C'est beaucoup basé sur l'idée de plaisir. Est-ce que ça serait un plaisir d'utiliser, un plaisir de voir les contenus, que les quiz, ça ne serait pas quelque chose d'ennuyant, ça serait quelque chose de plaisir pour les étudiants de faire. Donc, le Learner Experience Design, LXD, c'est juste une modification de UXD qui peut être utilisée pour bien développer des outils de blended learning. Voilà. Et puis, c'est tout. Si vous avez des questions, ça serait avec plaisir que je vous réponds. On répondra à la fin, mais oui, c'est bien. Oui, pas tout de suite, hein, à la fin. Ou puis, si vous avez des autres questions, vous voulez me parler, vous pouvez bien sûr contacter Lingrade pour organiser un rendez-vous. Voilà, je suis à votre écoute. Merci beaucoup. Merci Richard. Il y a beaucoup de questions au niveau de la présentation parce que comme c'est des outils, peut-être que vous ne connaissez pas, il veut savoir si on peut avoir la présentation. Donc, je pense que oui, on va dans la suite du mailing, comme d'habitude, on va mettre les slides avec. Et comme ça, vous pouvez donc avoir un accès à chaque outil pour aller le voir. Et encore une fois, si vous avez des questions précises sur le développement ou sur les outils même, voilà, on est à votre disposition et on va mettre tous les coordonnées et aussi du côté de Richard qui va... Et à la fin du webinaire, on répondra à quelques-unes des questions aussi, hein, pour ceux qui veulent rester écouter. Hein. Alors, on va, là, c'est une présentation très rapide. On va, à la rentrée, on va proposer des séminaires ou des ateliers bien plus développés pour entrer dans cette logique de création de ressources beaucoup plus et de vraiment travailler sur et voir vraiment les comparer, les regarder, faire du benchmarking sur ces plateformes et ces outils. Hein. Donc, on organise ça avec Richard pour la rentrée. D'accord? Alors, j'ai repris la main. Donc, Richard, est-ce que tu peux cacher le webcam? Moi, je te mets sur le muet. Et puis, pour les questions, on reviendra après. Donc là, normalement, Andrew, tu es tout seul avec la présentation. C'est moi qui ai la main sur la présentation, d'accord? D'accord, je te dis next à chaque fois que je change le slide, ok? Donc, next. Voilà, comme ça. Ok, donc je vais aller très rapidement parce que c'est important que Mathilde puisse présenter sa solution. En gros, pour regarder un peu l'évolution numérique en apprentissage des langues, on avait au départ le e-learning autonome qui était bien sûr sur CD-ROM. Il y a toujours eu cette tension entre les ressources technologiques sans formateur et avec formateur. Hein. Et ceux qui développent les technologies
ont tendance à vouloir le plus possible se passer du formateur. Donc, ils ont fait beaucoup d'expériences à ce niveau-là. Et de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de développement et de plus en plus qui intègrent le formateur, qui lui donne un peu la main sur les ressources. Hein. Donc, ce qu'on voit au départ, c'est le e-learning en autonomie, ce qu'on appelle self-paced e-learning, qui est arrivé aux alentours de l'an 2000. Comme les résultats n'étaient pas terribles, c'est allé dans deux sens. Avec formateur, on a commencé à utiliser des formateurs avec le e-learning tutoré. Et puis, c'est passé au blended learning. Hein. C'est là où est venu le blended learning parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut absolument avoir un formateur. De l'autre côté, sans formateur, on a créé, alors je m'excuse pour le mot, l'expression, mais c'est moi je l'appelle Teacher Aping Technology. C'est des technologies comme la reconnaissance vocale, comme les video tutors, comme certaines memorizers, etc., qui essayent un petit peu, avec un peu de AI, intelligence artificielle primitive, de imiter ce que fait le prof, hein, de personnaliser un peu vers l'apprenant, d'imiter ce que fait le prof, lui donner du feedback. Mais c'était parce qu'il n'y avait pas de prof et qu'en fait les formateurs et que les étudiants demandaient ça. Donc aujourd'hui, les tendances vont du côté sans formateur, on va vers un petit peu ce qu'a présenté Richard, vers le micro-learning, c'est-à-dire très rapide, parce qu'on s'est rendu compte que les taux d'utilisation de ces ressources toutes seules, self-paced, comme on dit, étaient très bas. On a développé les MOOC qui sont en gros une espèce de e-learning, mais plus simple, avec des vidéos, des documents. Encore une fois, on est arrivé à des taux de complétude de MOOC aux alentours de 7%. Hein. Donc, c'est pas nécessairement ça qui marche le plus. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le développement de l'intelligence artificielle et l'adaptive learning, ce qu'on appelle l'adaptive learning, qui est encore un peu balbutiant, mais ce qui est en train de se développer, où vraiment le logiciel se personnalise au maximum vers l'apprenant, un petit peu ce que fait Jim English par exemple. Puis les serious games, c'est une autre... il y a la gamification hein, pour motiver les gens. Les serious games, la réalité virtuelle, qui est la prochaine étape, très probablement, où vous baladez, je ne sais pas, en Italie et vous parlez italien avec des Italiens. Et puis la traduction en temps réel avec votre smartphone, c'est déjà en train de se développer. On ne sait pas encore si ça va aller très très loin, mais on prédit que ça pourrait presque remplacer le besoin d'apprendre une langue. Hein, parce que vous parlez en anglais ici et de l'autre côté vous entendez en chinois par exemple. Hein. Donc est-ce qu'on aurait besoin d'apprendre les langues après? Et du côté avec formateur, ça va de plus en plus vers ce qu'on appelle le blended learning intégré, où les ressources et ce qui est fait en classe sont de plus en plus intégrés, ils marchent ensemble, ils ont le même univers visuel, etc. Que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et le modèle là, c'est teacher-led, donc un peu mené par le formateur, animé par le formateur, et learner-centered. Hein. Donc, next slide, Joss. Donc, les tendances du digital donc, sont... Premièrement, il y a un déclin de l'e-learning en auto-formation. Ce qu'on a vu au début, le self-paced e-learning. Ambient Insight a produit un rapport il n'y a pas longtemps. Ceux qui ont la newsletter l'ont vu, qui dit que le self-paced e-learning est fini. Carrément fini. C'est quelque chose qui ne marche plus et que plus personne ne veut investir dedans. Hein. Donc, ensuite, le blended learning intégré. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup plus proche de ce qui est fait en cours, en appui avec ce qui est fait en cours. Autre tendance, c'est les solutions et logiciels simples et low cost, donc vous en avez vu quelques-unes avec Richard. Continue, Joss.
le micro-learning et la gamification. Micro-learning, c'est des petits morceaux, 10 minutes par jour, etc. Un peu comme fait, encore une fois, Gym English. La gamification, c'est des jeux comme chez Facebook, etc. pour motiver les gens. Duolingo fait ça beaucoup. Et un focus sur la motivation des apprenants, parce que une des premières préoccupations des responsables de formation aujourd'hui, c'est comment motiver les apprenants lorsqu'ils font du e-learning, lorsqu'ils sont sur des ressources à distance, hein, online, si vous voulez. Hein. Donc, c'est vraiment une préoccupation forte pour eux dans nos enquêtes. Et ces tendances sont en train d'essayer de répondre à cette demande. Next slide, Joss. Donc, pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir au niveau du présentiel, du distanciel, là, nos enquêtes nous disent tout le temps que l'individuel, les cours individuels en face à face vont se réduire, parce que les RH le disent, vous, les écoles, vous le disiez aussi dans toutes nos enquêtes. Alors, le dernier, c'est le baromètre Rexis 2017, parmi 200 responsables de formation, surtout les grandes sociétés, parce que c'est une enquête très sérieuse, très intéressante. Et là, pensez-vous réduire la part des formations présentielles au profit d'actions de formation plus distancielles, e-learning, classe virtuelle, et là vous voyez 2016 56% l'ont dit, 2017 63%. Là c'est vraiment significatif. Ça veut dire qu'en fait on va pousser de plus en plus le distanciel dans les entreprises. Hein. Et bien sûr, le CPF, la manière dont c'est conçu et les nouvelles définitions des actions de formation contribuent à ce développement de la distance. Et la question est comment ça va fonctionner avec les formateurs. Est-ce que ça va fonctionner en collaboration avec les formateurs ou en se dispensant des formateurs. Okay. Donc, next slide, Joss. Donc, on voit ici, ça c'est de notre enquête de 2015, c'est l'étude de marché. On a demandé aux organismes de formation, est-ce que vous créez vos propres supports en ligne et quel outil vous utilisez? Et là, on voit que l'outil interne, c'est 30%. On voit que 50% ont créé un peu des ressources en ligne, donc 32% de manière assez régulière. Et les logiciels principaux là-dedans sont English 360, ensuite Moodle, qui commence à dater un petit peu, et 360 Learning. Hein. Donc ça, c'était fin 2015. On va refaire une enquête bientôt pour voir comment ça se développe aujourd'hui. Mais je pense qu'on est dans cette évolution. Hein. Donc, de plus en plus d'écoles commencent à soit créer leurs propres ressources, soit travailler avec des partenaires comme Speaks, comme CyberTeach, etc., qui essayent de, Tell Me More, aujourd'hui Rosetta Stone, qui essayent de donner la main un peu aux formateurs pour créer leur propre parcours. Hein. Donc voilà, je vais au prochain slide et dernier slide. Donc il y a des freins forts pour ces développements du blended intégré. Le coût, qui pour le e-learning est absolument prohibitif. Très peu de gens utilisent des vrais logiciels de e-learning aujourd'hui. Le temps, bien sûr, qui est très long et surtout, je pense, le manque de compétences internes. Donc le but de ce webinaire était à la fois de montrer que ces freins ne sont pas aussi importants aujourd'hui qu'ils l'étaient. Premièrement, parce que, comme vous avez vu avec Richard, il y a des développements beaucoup plus vers le rapid learning, vers des choses simples, vers des vidéos, vers des PowerPoint, etc. C'est du blended learning, ça n'a pas besoin d'être nécessairement super interactif. Les écoles et les grandes plateformes d'e-learning sont en train de s'adapter à ça. Au niveau des compétences internes, il commence à y avoir des formations qui vont booster la compétence de vos équipes. Parce que c'est vraiment très important, à la fois pour diriger un projet, créer un projet, le diriger, et aussi créer les ressources. Donc voilà, donc ça c'est les deux solutions qu'on vous a un petit peu montrées aujourd'hui, et on va maintenant passer la main à Mathilde, qui va décrire un peu les formations qui sont faites par ISTF. Et ensuite,
Simon qui a suivi Simon Peters de Transfer, qui est un des directeurs de la société, a suivi cette formation et va nous donner un peu de feedback pour que vous voyez un petit peu comment c'est ressenti, quels sont les avantages pour un organisme de formation. OK? Donc, Mathilde, je vous laisse la main et merci beaucoup. Merci. Andrew, merci. Mathilde, je vais vous passer le contrôle donc, de la présentation. Andrew, je te laisse toujours dessus aussi? Non, il est plus là. Très bien. Non, parce que je laisse Mathilde. Ok, parfait. Est-ce que c'est bon pour l'écran? Alors, je vois que c'est pas en plein écran pour votre présentation. On voit. Voilà. Oui, c'est parce que du coup, si je le mets en diaporama, il me semble que ça ne marchait pas hier. Est-ce que là, ça fonctionne? Oui, c'est parfait. Très, très bien. C'est bon? D'accord. Bon, bah, très bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mais peut-être pour ceux qui nous ont rejoints depuis, l'ISTF, on est l'Institut des métiers du Blended Learning. On a un centre de formation dont la vocation est de former les professionnels de la formation, donc que ce soit les formateurs, les ingénieurs pédagogiques, les responsables de formation, etc. On les forme pour réussir leur transition vers le digital learning. Donc, ce dont Andrew vient de parler, donc faire monter les compétences de vos équipes en interne, nous, on est là pour ça, en fait, c'est notre objectif. On est donc 100% dédié à l'ingénierie pédagogique et on vient former, faire monter en compétences donc, vos collaborateurs à chaque étape d'un projet de digitalisation de vos formations. Rapidement, les étapes d'un projet, si on voit vraiment dans la globalité, on passe donc de la découverte du digital learning et de l'acculturation de vos équipes à ces nouvelles modalités pédagogiques, à des phases de conception du dispositif et des ressources, jusqu'aux phases de déploiement et d'animation. Donc on a un catalogue assez riche, je vous en parlerai tout à l'heure rapidement. Pour vous parler un petit peu plus en détail donc, voilà, de notre offre de formation, on propose des cursus certifiants qui sont donc reconnus à l'inventaire, c'est l'objet de ma présentation aujourd'hui. On propose également des parcours 100% à distance et mixtes, mais qui sont du coup plutôt courts, qui peuvent être également personnalisés en fait sur mesure selon vos besoins et vos objectifs. Et puis on propose également un large catalogue de formations présentielles. On en a environ 40 à notre offre aujourd'hui, qui sont disponibles en inter et en intra-entreprise. Pour info, notre centre de formation est à Paris. Voilà, donc un peu plus d'infos sur l'ISTF. En 2016, on a formé donc, les collaborateurs de 260 structures. Donc ça représentait 480 stagiaires et environ 14 000 heures passées sur notre plateforme de formation. Quelques références. J'ai tenu à avoir un panel assez varié, des références du coup bien connues, de la CCI de France également, Pôle emploi qui est un client régulier. Voilà, tout ça pour dire qu'on forme les collaborateurs de tout type de structure, puisque partout où il y a de la formation, et je dis bien partout du coup, nous allons avoir des stagiaires potentiels, donc que ce soit dans des grandes structures privées ou publiques, ou des centres de formation à petite ou grande taille du coup. On forme également des consultants indépendants et des demandeurs d'emploi. Donc, nos cursus certifiants, ils sont donc reconnus à l'inventaire, on en a deux aujourd'hui, donc le chef de projet Blended Learning et le concepteur de ressources e-learning. Voilà, donc le chef de projet, petit focus pour vous distinguer les deux formations et savoir en quoi elles sont différentes. Le chef de projet Blended Learning, il s'appuie sur 3 pôles de compétences qui vont être l'ingénierie pédagogique Blended Learning, donc comment je réponds à une demande de formation en développant un dispositif multimodal, du coup, en utilisant plusieurs modalités pédagogiques. Donc, ce pôle de compétences-là va vous faire monter en compétence sur comment je définis mes objectifs de formation, quelles modalités pédagogiques je choisis et comment je les articule entre elles. Le deuxième pôle de compétences va être la conception et la production des ressources e-learning de votre dispositif Blended Learning. Donc, une fois le dispositif construit, on va vraiment se concentrer sur la création des ressources de formation e-learning et rapid learning grâce à un outil auteur ou un LCMS.
On se concentre sur ces deux types de ressources-là, sur ces deux modalités pédagogiques, tout simplement parce que ce sont celles que l'on va le plus souvent retrouver dans un dispositif de formation Blended Learning, et ce sont aussi celles qui nécessitent le plus de compétences, en opposition à la construction d'une formation présentielle. Je m'explique. Par exemple, dans un dispositif Blended Learning, on va pouvoir retrouver aussi des classes virtuelles. Les classes virtuelles vont être plus facilement, vont être créées plus facilement par un formateur qui a l'habitude de faire du présentiel. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'outil, il n'y a pas beaucoup de différences, ou en tout cas de différences fondamentales avec l'animation d'une formation présentielle. Alors que, par exemple, créer une ressource e-learning, quand on fait uniquement du présentiel, peut s'avérer compliqué puisqu'il y a de grosses différences à maîtriser. C'est ce que, du coup, nos formations vont vous apporter. Le troisième pôle de compétences va concerner la gestion du projet Blended Learning. Donc vraiment le pilotage de A à Z, et donc à toutes les étapes du projet dont je parlais tout à l'heure. Le rôle du coup du chef de projet Blended Learning va être de piloter le dispositif. Donc que ce soit les prestataires avec qui on travaille, si on fait produire des contenus par exemple par des prestataires extérieurs, ou si on en achète déjà tout fait. Que ce soit les collaborateurs de notre équipe, si on veut internaliser la production, ou alors si cela concerne l'animation du dispositif Blended. Ça va être aussi gérer le planning, le budget, le tableau de bord de son projet, etc., etc. Voilà pour le chef de projet Blended Learning, donc 3 pôles de compétences. Le concepteur de ressources e-learning, donc notre second cursus certifiant, va lui s'appuyer sur un seul pôle de compétences, la conception et la production des ressources e-learning. Voilà pourquoi les deux cursus sont différents. On le verra tout à l'heure, du coup le cursus concepteur de ressources e-learning est plus court que le chef de projet Blended Learning. La spécificité de ces cursus-là, et je dirais l'avantage majeur de ces deux formations, c'est la pédagogie par projet. Puisque tout au long du cursus, que ce soit l'un ou l'autre, vous allez développer un projet. Toute la mise en pratique va se faire sur un projet issu de votre contexte professionnel ou personnel. Personnel, ça peut être dans le cas, par exemple, d'un demandeur d'emploi. Dans le cas d'une personne en poste ou d'un consultant indépendant, il va pouvoir mener tout au long du cursus un projet pour son entreprise, pour sa structure. Donc, pour donner des exemples de projets, ça va être transformer une formation qui existe en présentiel en blended learning, ou par exemple créer une formation de A à Z qui n'existe pas encore au catalogue, mais on sent qu'il y a un besoin là-dessus, ou en tout cas une demande de la part de nos stagiaires. On va créer un dispositif blended learning. Donc, les gains pour la personne qui est formée grâce à ces cursus, c'est que déjà, il met en pratique, donc les apprentissages vont vraiment s'ancrer, il va ressortir avec quelque chose de très concret. Pour la structure qui forme son collaborateur, l'avantage, c'est que au-delà de le former, il va aussi travailler sur un projet. Ça peut être l'occasion aussi de mener un projet pilote. Et puis enfin, c'est sur ce projet-là que va être évalué le stagiaire à l'issue de sa formation à l'ISTF. Donc l'évaluation là va se faire en 2 temps. Une évaluation des connaissances qui va se faire via un quiz en ligne à la fin de la formation. Vous obtenez une certification ISTF privée, en plus de la certification du coup à l'inventaire, qui là va être acquise à la fin d'une soutenance devant un jury de 3 professionnels du digital learning. Pour vous donner une illustration du programme du cursus chef de projet Blended Learning, la première étape va concerner le lancement du projet Blended. La seconde étape va concerner la construction du dispositif Blended Learning, donc là la scénarisation de votre dispositif, donc ce dont je parlais tout à l'heure, le choix des modalités, l'articulation des modalités entre elles, et donc vous commencez à constituer votre dispositif. La troisième étape va concerner la création des ressources de formation e-learning et rapid learning. Donc en fait, c'est cette étape-là que l'on va retrouver dans le cursus concepteur de ressources e-learning. Et enfin, l'étape numéro 4 donc, du cursus chef de projet, ça va être le déploiement du dispositif Blended. Donc, quelle plateforme choisir? Par exemple, on parlait de plateforme LMS tout à l'heure. Quelle plateforme choisir? Comment organiser mes contenus dessus? Comment tutorer mes apprenants à distance? Comment analyser les retours, etc.
un petit focus pour encore vous montrer l'illustration du programme du cursus. J'ai choisi volontairement l'étape numéro 3, donc, qui concerne la création, puisque ça vous donnera aussi un aperçu pour le cursus concepteur. Donc cette étape représente 10 semaines, la semaine 10 à la semaine 19 du cursus. Par exemple, la semaine 10 va concerner le pilotage des phases de création des ressources e-learning. Donc en fait, dans cette semaine-là, et ça va être le même modèle pour chaque semaine de la formation, vous allez avoir du e-learning à consulter. Donc là, ça va, les modules concernés vont être les étapes de production d'un module e-learning et la diffusion d'un module e-learning. Vous allez donc en tout avoir 1 heure d'auto-formation. Vous la suivez du coup quand vous voulez. L'idée, c'est de l'avoir suivi avant la classe virtuelle du vendredi, qui vise du coup à poser vos questions aux formateurs sur les contenus vus pendant la semaine, et puis également à échanger avec les autres stagiaires de la session, qui sont également là pendant la classe virtuelle, à échanger aussi au sujet de vos projets, de vos difficultés par exemple rencontrées, ou de la création des livrables de la semaine, puisque donc par rapport au projet que vous menez en même temps, et pour la certification, on va vous demander des livrables à chaque étape du projet. Donc là, sur cette semaine numéro 10, cela va concerner le tableau de bord du projet et la rédaction de la réponse au cahier des charges de création d'une ressource e-learning scénarisée. Donc, vous allez avoir en fait un temps de formation hebdomadaire accompagné d'un temps de travail sur votre projet. Voilà, ça va être le modèle, on le retrouve dans la semaine 11, du e-learning, un rendez-vous téléphonique puisque l'accompagnement va se faire dans les classes virtuelles et le présentiel si vous suivez le format mixte, j'en parlerai juste après. Et ça peut aussi se faire évidemment de manière individuelle au cours de rendez-vous téléphoniques. Voilà, donc vous avez également le travail personnel de la semaine et voilà, on retrouve le rythme du cursus, du e-learning à consulter dans la semaine, soit une classe virtuelle, soit un rendez-vous téléphonique, soit du présentiel, et le travail personnel. Alors, je fais un petit focus du coup sur les outils, ça va rejoindre ce que disait Richard tout à l'heure. Les outils sont au choix. Évidemment, puisqu'il y a de la mise en pratique, on va avoir besoin d'un outil de production e-learning et rapid learning. Si vous en avez déjà un et qu'il répond aux attentes de la certification, donc à savoir produire un e-learning et un rapid learning, vous pouvez l'utiliser, bien au contraire. Si vous n'en avez pas, on vous propose de vous accompagner à la prise en main de 3 outils qui sont donc le LCMS de Talentsoft Learning et les outils auteurs Articulate Storyline et Adobe Captivate. On a un partenariat avec Talentsoft Learning qui nous permet de vous mettre à disposition une licence pendant toute la durée du cursus. Si vous choisissez de travailler avec Storyline et ou Captivate, vous pouvez télécharger leur version d'essai gratuite du coup sur Internet pour produire vos ressources e-learning. Là, du coup, la seule attention à avoir, c'est sur la date de téléchargement de votre licence d'essai, puisqu'il faut s'assurer d'avoir le temps de produire vos ressources. Voilà. Donc le rythme de formation, on l'a vu tout à l'heure, mais pour résumer, ça va être du e-learning et ou du présentiel chaque semaine, des classes virtuelles ou un rendez-vous téléphonique chaque semaine, et bien sûr, vous êtes accompagné également via le forum de la plateforme et des échanges de mails avec votre formateur, bien sûr. Ça représente donc environ 4 à 5 heures par semaine au niveau de la formation, et le temps de travail sur votre projet qui est d'environ également 5 heures. Bien sûr, cela peut varier en fonction de votre projet, de votre tâche de travail aussi hebdomadaire. Là-dessus, c'est un rythme à trouver avec son équipe. Alors, donc les cursus concepteur et chef de projet existent en 2 formats chacun, un format mixte et un format 100% à distance. Donc la seule différence, c'est que dans le format mixte, vous avez du présentiel à Paris en plus. Les 2 cursus sont éligibles au CPF selon votre branche professionnelle. Aujourd'hui, on va être en majeure partie suivi par des organismes de formation et donc la branche des organismes de formation a bien reconnu comme éligible au CPF nos cursus. Les cursus sont également éligibles à la période de professionnalisation pour la majeure partie des OPCA sans minimum d'heures puisqu'ils sont certifiants au titre de l'inventaire et bien sûr ils sont éligibles au plan de formation. Oui, je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que effectivement, les OPCA doivent le reconnaître parce que c'est vraiment centré sur les besoins de la branche. C'est Oui. une priorité de branche, surtout la digitalisation. Donc, je pense qu'il n'y aurait pas trop de problèmes. Je ne sais pas si tu vois des problèmes, Mathilde. Il y a des OPCA qui refusent.
Alors non, pour les cursus, on n'a jamais eu de refus de la part d'un OCA dans le cadre de la période de professionnalisation ou du CPF. C'est vraiment, Bien. après, c'est des taux de prise en charge qui peuvent être inférieurs au taux horaire du cursus, mais dans ce cas-là, l'entreprise ou le CPF peut venir cofinancer la formation. Oui, oui, oui. Donc, et l'autre chose, c'est que c'est vraiment un moyen aussi de développer l'employabilité, qui est aujourd'hui quelque chose sur lequel les autorités appuient beaucoup. L'employabilité, le développement des compétences des salariés. Donc, c'est une très bonne initiative de pouvoir faire ce genre de formation pour développer les compétences. Je pense que c'est aussi important en interne que pour tout le reste, parce qu'on a beaucoup professionnalisé l'administration, la gestion, etc. Très peu la pédagogie. Donc, je pense on arrive au moment où il faut le faire, surtout dans le cadre de la digitalisation. Hein. Tout à fait, oui. Et puis la pédagogie représente vraiment le cœur de nos métiers, hein, donc il ne faut pas le négliger. Et puis c'est la vocation des certifications à l'inventaire. Hein, donc là-dessus, d'être certifié à l'inventaire, du coup, montre vraiment la valeur des formations, puisque la vocation de l'inventaire, c'est de représenter des certifications qui ont pour but de renforcer l'employabilité, justement. Donc pour résumer, le chef de projet Blended Learning dure de 60 à 120 heures selon le format choisi. Tout ça c'est réparti sur 6 mois et le prix du coup varie entre 3 750 et 5 750 euros hors taxe selon encore une fois le format. Pour le cursus concepteur, on est entre 24 ou 50 heures de formation. Il est réparti du coup sur 3 mois et le tarif varie entre 2 150 euros et 3 400 euros hors taxe selon le format choisi. Pour information, on organise plusieurs sessions par an. Là, les prochaines auront lieu en septembre et les sessions suivantes auront lieu en janvier et au printemps. Voilà, donc en résumé et pour rejoindre ce qu'on abordait à l'instant, ce type de cursus permet vraiment de développer des compétences en interne, puisque même si vous faites appel à des prestataires extérieurs pour vos contenus e-learning, il reste tout de même à organiser vos dispositifs en fonction. Et là-dessus, ce n'est pas juste une question d'architecture, c'est aussi une question de pédagogie en articulant les modalités entre elles et en accompagnant vos apprenants dans la prise en main de ces formations et leur suivi, et évidemment l'apprentissage. Il faut aussi accompagner les formateurs dans la prise en main de ces outils et de ces contenus, puisque les techniques d'animation et du coup aussi de production des contenus de formation varient du tout au tout entre du présentiel et du e-learning, du présentiel et de la classe virtuelle, de l'accompagnement en face à face et de l'accompagnement en distanciel de manière asynchrone. Voilà, tout ça, c'est important de le prendre en main en interne, puisque c'est avant tout vos formateurs et vos ingénieurs pédagogiques et vos tuteurs. Toutes les fonctions en fait, d'un service formation sont concernées par la digitalisation de la formation. En les formant grâce à un cursus certifiant, vous accompagnez vos équipes. Donc vous les faites monter en compétences aussi et vous renforcez leur employabilité. L'un dans l'autre, ça va favoriser leur adhésion à un projet de digitalisation de la formation qui peut parfois être un petit peu réduite parce que les formateurs peuvent avoir peur du changement dans leur métier. Et bien sûr, vous les faites adhérer également au projet et puis l'un dans l'autre, vous favorisez la réussite de votre dispositif de formation auprès de vos clients. Donc, l'idée, c'est de professionnaliser vos équipes, leur apporter une méthodologie grâce à des cursus certifiants, des cursus longs, avec un apprentissage concret et solide qui se tisse vraiment autour d'un réel projet. Et puis, enfin, certifier les compétences de vos équipes vous servira bien sûr pour votre structure, mais ça peut aussi renforcer l'image que vous communiquez auprès de vos clients et puis de vos financeurs. Je crois que c'est vraiment important, les deux derniers points. Hein. C'est cette idée de professionnaliser pour motiver aussi les équipes pédagogiques autour de projets, parce que c'est vraiment la pédagogie qui a été l'enfant délaissé dans la formation. Aujourd'hui, c'est vraiment important parce que c'est ça qui va vous différencier des autres, d'être très professionnel là-dedans, d'avoir une approche vraiment systémique et surtout, c'est très marrant parce que les langues sont très en avance au niveau du blended learning. Aujourd'hui, on est
en distanciel à 35 à 40%. Des volumes de formation en langue sont à distance, mais on n'a pas vraiment un professionnalisme, on est un peu dans l'artisanal au niveau de la création de ressources. Et nous, on a beaucoup de nos clients, beaucoup d'entre vous, qui viennent vers nous en nous disant bah, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, etc. etc. Donc, je pense que il y a ces solutions, il y a des solutions de travailler avec des consultants comme nous, il y a aussi créer vraiment vos compétences en interne et même un mix des deux. Hein. Tout est possible. Oui, tout à fait. Oui, oui, effectivement. Ouais. Mathilde, j'ai une question de Jean-Philippe, une très Oui. bonne question. Est-ce que des personnes qui suivent une formation de chef de projet Blended Learning chez vous, donc chez STF, sont amenées à réaliser des stages dans un organisme de formation? Sinon, Oui. où trouver un stagiaire avec ce niveau de formation motivé pour faire un stage longue durée dans un OF comme le sien? Oui, oui, c'est le cas de certains des demandeurs d'emploi qui suivent la formation. Ils représentent par contre une faible partie de nos stagiaires parce que les financements sont difficiles à obtenir. Mais un demandeur d'emploi qui est motivé à faire un stage peut tout à fait en faire un. Ça a été le cas de, si je compte bien, de 5 personnes depuis la création des cursus avec la certification à l'inventaire, donc depuis l'année dernière, qui ont mené des stages dans des structures ou dans des centres de formation donc divers et variés, pendant la durée de leur formation. Donc en fait, l'intérêt pour la structure, c'est d'avoir une personne en formation, donc à moindre coût, pour mener un projet, et ça peut être l'occasion de lancer un projet de digitalisation de la formation, on prend moins de risques. Et pour le stagiaire, bien sûr, le gain vise à travailler sur un projet concret d'une vraie structure et d'avoir des chances d'être embauché par la suite. L'année dernière, une des personnes qui a suivi le cursus concepteur e-learning a fait son stage chez Quick au service de la formation au siège et elle est désormais en poste du coup au sein de la formation siège maintenant de Burger King, mais du coup elle a un très beau poste grâce à ce stage, quoi. Je dirais que pour moi, le but principal, ça va être vraiment de muscler les équipes pédagogiques, de les mettre, de les faire rentrer de plein pied dans une approche professionnelle et méthodologique de la pédagogie et de les booster, de booster leur motivation parce que ils vont apprendre des choses nouvelles, etc. Et je pense qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de formateurs qui seraient formateurs seniors ou directeurs pédagogiques, etc., qui seraient intéressés par ce genre de choses. Et je pense que c'est vraiment un grand bénéfice pour l'organisation. Hein. Mathilde, tu as fini la présentation ou il y a encore des slides? Alors, je voulais juste terminer là-dessus. On organise chaque année sur les pratiques en formation. Donc n'hésitez pas à y répondre. Vous retrouverez le lien sur notre site dans l'onglet blog ou sur notre page LinkedIn également. Voilà, l'idée c'est vraiment de prendre la température du marché de la formation et savoir en réalité, de manière opérationnelle, quelles modalités sont mises en place et comment les formations sont structurées. Je vais mettre le lien dans le mail de suivi aussi. Donc, merci beaucoup Mathilde, c'est super, c'est une très bonne présentation. Donc voilà, je pense que c'est une solution, j'ai pas vu beaucoup d'autres solutions aujourd'hui sur le marché et celle-ci me semble intéressante parce que elle est de plus en plus, enfin elle est en blended en même temps. Donc en fait, on apprend en faisant quoi. Donc oui. Je pense que c'est très intéressant. Alors on va justement présenter aujourd'hui, maintenant je parlais un petit peu avec quelqu'un qui a suivi cette formation, donc c'est Simon Peters, et il va parler un petit peu de quelle a été son expérience en suivant cette formation. Simon Peters est un ancien collègue de Transfer qui a en fait repris un projet que j'ai créé avec Transfer en 2004 pour Renault et qui est aujourd'hui un des dirigeants de Transfer. Et on a parlé de ça pas mal et il a suivi cette formation et je pense que son témoignage est vraiment utile et intéressant. Hein. Donc Simon, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, premièrement, quelle a été ta motivation pour ça et pourquoi tu as voulu le faire, quels étaient les freins et
comment ça s'est passé en fait en gros. Ok, avec plaisir, merci Andrew. Donc en fait, l'expérience pour moi d'un point de vue personnel était très enrichissante. C'était la première fois où j'ai suivi une formation distancielle en fait. Comme tu as dit tout à l'heure, on apprend en faisant. Donc la possibilité de se former avec des outils à distance, l'apprentissage en relative autonomie, un rythme de travail que je pouvais adapter à mon emploi du temps. C'était plutôt avantageux, sachant que ce n'est pas tout à fait l'apprentissage en autonomie totale, puisqu'on est très encadré par le tuteur, l'équipe de ISTF. Il y a des points réguliers par téléphone, ainsi que des séances de visio avec les autres apprenants du cursus qui permettent d'échanger sur ces projets, les difficultés rencontrées, ces progrès. Donc, le fait même de suivre une formation à distance, ça m'a permis un peu de désacraliser le digital, d'avoir plus de nuances entre cette opposition distancielle, présentielle. Aussi la possibilité de travailler avec les outils auteurs, Richard en a parlé, Mathilde aussi. Dans le cursus, on avait la possibilité de travailler avec des outils auteurs pour créer des ressources tout simples, à partir des trames PowerPoint ou des enregistrements. Donc, ça permet de porter un regard plus concret sur ces outils et de voir que c'est faisable en fait. Ce n'est pas nécessaire de commencer son projet digital avec tout de suite un serious game. On peut très bien partir en utilisant des supports plutôt simples. Donc ça, c'était deux expériences positives pour moi. La troisième, c'est plutôt le regard que je porte maintenant sur la structuration de développement. Comme Mathilde l'a dit dans sa présentation, il y a toute une phase de scénarisation, de storyboard, de production, recettage, des plans de tutorat aussi. Donc c'est vraiment la professionnalisation des phases de développement de contenu que j'ai retenu de cette formation, comparé aux procédures plutôt artisanales du développement des contenus en présentiel. Donc ça permet de mieux valoriser ce qu'on décrit comme son patrimoine pédagogique, en fait. Tout ce qui se crée au sein d'un organisme de formation en présentiel et surtout en distanciel à partir de maintenant peut être réutilisé, stocké, classé, rentabilisé, en fait. Toute cette phase de création est vraiment valorisé. Voilà, donc ce que j'ai retenu de cette formation, c'est l'expérience même d'un apprenant en distanciel, que ça pouvait être très bénéfique, très positif. La simplicité de l'utilisation des outils de création, et puis la structuration de développement qui permet de valoriser tout ce qui se crée au sein de NOF. Je pense que c'est vraiment c'est quelque chose qui peut vraiment donner un boost à vos organismes. Donc moi je l'encourage. Je pense que je le ferai moi-même. Et ce que tu disais, c'est que la chose vraiment importante aussi, c'est que c'est motivant. C'est fun. Absolument, oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir.
de se plonger dans ce contexte où le digital, le distanciel n'est plus en opposition avec le présentiel en fait. Hein. C'est véritablement blendé. On parle des principes de pédagogie. Donc l'apprenant, le formateur sont au cœur du dispositif. Ce n'est pas un produit importé devant lequel on doit s'adapter. C'est le formateur en tant que créateur et animateur et tuteur est au cœur de la chose. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est teacher-led, learner-centered. Absolument, oui. Centré, c'est vraiment au cœur de la manière dont on a les meilleures pratiques du marché. Je pense que c'est très intéressant de voir tous ces développements, inclus avec les ressources, pas nécessairement avec des formateurs, parce qu'on peut faire quand même beaucoup de travail tout seul, faire de l'immersif avec certains logiciels, etc., où on n'est pas nécessairement obligé de travailler avec un prof sur un domaine particulier. Hein. Y a beaucoup de possibilités, mais aujourd'hui, ce que je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus de ressources, elles sont de plus en plus maîtrisables par les formateurs. Et c'est ça qui... Absolument. Absolument. Yeah. OK. Ce que je propose pour vous tous, c'est que là, vous pouvez poser des questions à Simon, justement, sur son expérience chez STF, ou bien question précise à Mathilde, ou bien à Richard. Moi, je vais démarrer parce que j'ai déjà une question, mais je vous invite vraiment à poser des questions selon votre cas particulier, hein, sur ce qui vous expérience, ce que vous vivez actuellement. Justement, la première question, je crois que c'est pour Mathilde, est là-dessus. Donc, est-ce que tous les panélistes, est-ce que vous pourrez, voilà, vous êtes là, mais super, très bien, tout le monde est là. Non, que Mathilde, que je dois enlever pour le son. Voilà, c'est bon. Alors, Mathilde, première question. Et donc là, j'attends toutes vos questions, s'il vous plaît, dans la partie chat. Mathilde, bonjour. Donc, c'est Maxime qui dit est-ce que l'IFTS propose des formations de formateurs pour des organismes qui ont déjà un outil blended? Par exemple, nous cherchons à se faire former par rapport à un outil déjà. Donc, je me dis qu'il y a plein d'organismes qui ont déjà donc, un outil. Mathilde, on vous pose les questions, puis après, pourquoi pas à Richard aussi. Alors effectivement, dans le cadre des cursus certifiants, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez déjà un outil de production de contenu e-learning et qu'il répond aux exigences de la certification, donc à savoir produire une ressource e-learning et produire une ressource rapid learning, il n'y a aucun souci pour que vous l'utilisiez. Et au contraire, c'est notre recommandation puisque l'enjeu est de travailler sur un projet réel, issu de votre contexte. Concernant la plateforme, on ne va pas en fait l'utiliser pendant le cursus. Par contre, effectivement, ce sera nécessaire de toute façon d'en avoir une lorsque vous allez vouloir déployer votre dispositif Blended Learning auprès de vos apprenants finaux. Donc, on va l'aborder d'un point de vue théorique concernant la phase 4 du cursus de déploiement justement d'un dispositif. Mais du coup, l'utilisation d'un outil est tout à fait libre, effectivement. Pour des formations ponctuelles, par exemple, ce qui facilite. Alors, c'est un autre volet, oui. On a notre catalogue des formations présentielles, donc de courte durée, à certains outils. On peut également développer des formations sur mesure. Là-dessus, il ne faut pas hésiter à nous contacter via notre page contact sur Internet ou par téléphone directement. Et puis, on monte un programme ensemble. Voilà. Richard, donc question pour toi. Victoria a dit qu'ils ont juste signé pour développer sur Talentsoft. Est-ce que tu as de l'expérience avec ce genre de logiciel? Est-ce que tu as des conseils là-dessus, sur Talentsoft? Je ne sais pas si tu connais cette plateforme-là. Oui, oui, bien sûr. En fait, j'ai rencontré Mathilde au Salon de l'e-learning à Paris Porte Versailles et j'ai parlé un peu sur Talentsoft parce que c'est une société qui est liée à ISTF. Donc, j'ai assisté à leur présentation de leur plateforme, j'ai vu en marchant. En fait, Talentsoft, c'est très intéressant comme LMS. Donc, c'est un LMS, il faut savoir que c'est un LMS. Donc, c'est une plateforme où il faut créer ses propres
ses propres contenus, mais c'est un vrai LCMS où ils ont vraiment focalisé sur le processus de création de contenu. Et dans leur présentation, ils ont montré que le processus de créer des contenus, c'est très facile. En fait, c'est quelque chose que si on connaît déjà utiliser Articulate Storyline ou Adobe Captivate, on peut facilement utiliser Talentsoft. Donc, c'est pas nécessairement un truc de rapid learning, mais il s'est vraiment focalisé sur les utilisateurs de plateforme, des créateurs des contenus. Donc, ça va vraiment aller bien avec cette formation de création de contenu, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est très facile pour créer les contenus. Voilà. Merci Richard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des gens qui disent merci. On va voir ce qu'ils ont parti. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos experts sur le développement des compétences, sur les besoins que vous avez, sur le contenu? On est à votre disposition pendant 5 minutes de plus. Andrew, est-ce que tu as quelque chose à apporter, à ajouter, je veux dire? Bah, ouais, je dirais simplement que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que enfin le CPF peut et la période pour financer ces formations. Donc je pense les choses vont changer à l'avenir et peut-être que les fonds vont disparaître un petit peu. Je pense qu'il faut en profiter. Je le dis en toute sincérité, c'est pas vraiment pour le marché. Pour nous, cette professionnalisation des organismes est vraiment nécessaire dans les mois et les années qui viennent. Il va y avoir quand même de la casse, je pense, une réduction du nombre d'organismes et ceux qui resteront seront ceux qui vont vraiment vont développer leurs compétences dans tous les domaines professionnels. Je pense que c'est l'avenir. Donc, je pense qu'il faut en profiter. Ça va peut-être pas durer. Hein. Pour profiter du CPF, c'est ça? Oui, profiter du CPF, du fait qu'il y a des financements, que l'État veut que l'employabilité des gens soit développée. Et donc, bah, voilà, on a des solutions, on a du financement. Les organismes de formation langue ont été assez lentes à développer leurs compétences internes. Organismes de formation en général, hein, c'est-à-dire que si on regarde le taux d'accès à la formation des organismes de formation, de la branche des organismes de formation, c'est un des plus bas du marché. C'est incroyable. Les organismes qui forment les autres ne forment pas leurs propres équipes eux-mêmes. Et c'est vraiment dommage et je pense qu'il faut, je pense que c'est vraiment important. Super. Alors, il n'y a pas d'autres questions, donc on va conclure donc le webinaire. Pour vous remercier, je remercie tout le monde, donc tous les panélistes, et pour vous dire que donc là vous avez nos coordonnées. Si vous avez un besoin en interne et vous avez besoin de spécialistes qui rendent visite pour vous aider, donc vous pouvez nous appeler et rendre visite avec Richard aussi. Si vous avez besoin donc de vous former une autre recommandation donc avec les STF, vous pouvez les contacter. Et bien sûr, toutes les coordonnées et toutes les solutions vont être dans les slides qui vont suivre ce webinaire. De notre côté, on va continuer donc à se renseigner sur le marché et à vous informer. On va être en contact avec vous. On va vous envoyer des enquêtes. Si vous avez besoin donc d'avoir un veille de marché, sachez que nous on le fait donc avec notre Linkway News, donc c'est un magazine mensuel qu'on envoie une fois par mois, dont Andrew c'est l'auteur. Et aussi on va donc essayer d'être de plus en plus focalisé sur les formations au sein des organismes comme par exemple la formation de formateurs. Donc ça nous intéresse beaucoup à savoir vraiment quels sont les thèmes et les sujets de formation pour vous qui vous intéressent en interne. Donc, il faut qu'on ait des informations là-dessus pour que nous on peut réagir en fait. Oui, parce qu'on a décidé, on va monter en compétence sur tout le côté pédagogique. Hein, c'est pour ça qu'on travaille avec Richard. C'est quelque chose dont les organismes, je pense, aujourd'hui ont grand besoin. Même si on est noyé dans l'administratif et le Datadoc, etc. Je pense. George, I don't know if it's your mic. C'est un peu fade, oui. Il y a de l'interférence. En tout cas, bon, je pense que c'est quelque chose à la rentrée. On va venir avec des questions.
et voilà, donc je pense que c'est bon. Hein. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont participés. Merci beaucoup à Mathilde, à Richard et à Simon. Merci beaucoup de votre participation. Et la qualité de vos présentations, ça nous a beaucoup intéressés. On est très passionnés sur le sujet. Ah oui, on voit que les gens étaient contents. Hein. Another great webinar. Merci, bon, c'est super. Donc, ça vous a plu. Je l'ai enregistré, je vais le mettre sur notre plateforme et je vous envoie donc avec les slides dans la semaine. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir.